Et donc cette aventure que personne ne veut vivre, mais que certaines personnes un peu tarées comme moi, quand on y a goûté, on veut y revenir. Est-ce qu'on a été traumatisé? Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que vous connaissez tous, mais que personne n'a réussi à nommer. C'est un peu l'inverse de la zone de confort. On connaît tous la zone de confort, chacun a la sienne, super. Bah, où est-ce qu'on va quand on sort de la zone de confort? J'ai nommé ça le vexamonde. Et plus on va loin dans ce vexamonde, plus quand on se cogne, ça va être vexant. Et aujourd'hui, on va voir les 8 étapes du vexamonde. Et donc on commence au point 0 dans la zone de confort. Moi quand je suis dans ma zone de confort, bah voilà, je me dis ma grand-mère, je suis dans mon jus, je passe mon temps à bouffer, à boire, à mater des trucs, à créer des prototypes de jeux vidéo qui ne sortiront jamais. Ou alors je bosse sur ce fameux projet que je bosse depuis 8 ans et qui est comme une cathédrale qui ne va jamais finir, qui n'est pas censé se finir. J'appelle ça un projet cathédrale, c'est des projets de ouf mais pas finissables et du coup, bah personne ne pourra jamais le critiquer, donc c'est toujours dans ma zone de confort. Voilà, et cette zone de confort, elle sert à préserver mon sentiment d'importance, mon estime de moi, mon amour-propre. Mais aujourd'hui, on va sortir de la zone de confort pour aller dans le vexamonde. Alors le vexamonde, qu'est-ce que c'est? Je vous ai fait un petit schéma. En bas, c'est ma zone de confort, et plus je monte, plus c'est des trucs qui me vexent. Par exemple, dans ma zone de confort, j'ai les animés, les dramas, le lèche-vitrine, la masturbation, l'alcool, le travail gratuit. Alors le travail gratuit, ça, c'est quand des amis me demandent un service, bah, j'ai tendance à leur faire gratuit, alors que parfois c'est du travail. Et ce qui fait que certaines personnes ont pu un petit peu abuser de ma générosité. C'est ma zone de confort, le travail gratuit. Et ça fait partie des choses que j'essaye de moins faire maintenant. J'ai mis aussi alcool, apéro, bar, ça pareil, je fais une croix dessus, parce que c'est une zone de confort, mais pas forcément la meilleure zone de confort, pas forcément la plus saine. Et donc dans le vexamonde, c'est-à-dire dans les choses qui peuvent me vexer, j'ai mis des choses au tout début comme rater le pain, rater le kéfir, faire une mauvaise session de sport, bon ça c'est des petites vexations. En un peu plus vexant, refaire l'éponge socialement. En un peu plus vexant, c'est quand on me dit « t'as encore changé le sens des mots ». En très vexant, c'est quand une de mes vidéos fait un buzz mais pour un truc con. Ça c'est vexant parce que moi j'aime à croire que je suis intelligent et que je peux comprendre pourquoi une vidéo a du succès. Et quand mes vidéos intelligentes n'ont pas de succès, ça me vexe. Et quand mes vidéos ont un succès pour une raison à la con... Après les gars, si c'est pour le travail... Non mais chérie, c'est pas que... Non, je suis en train de préparer une vidéo là, c'est pas juste je me branche. Voilà, ça fait mal, ça m'arrache un bout de mon ego, de mon orgueil, et c'est tant mieux. Et le truc le plus vexant que j'ai mis le plus haut possible, c'est quand je fais une proposition à quelqu'un, c'est quand j'ai pas de réponse, quand j'écris à quelqu'un, ça c'est... Quand j'essaie de contacter quelqu'un et personne ne me répond pas, quand j'essaie de draguer une meuf, elle ne me répond pas, quand j'envoie un CV, une lettre de motivation à une entreprise, ils me répondent pas, oh là là, ça me détruit. Ça me détruit, je ne m'en remets pas, et je ne m'en remettrai jamais. Je crois pas que je puisse passer outre ce truc-là. Bref, vous avez un petit peu un aperçu de ce que c'est un vexamonde. Il y a des gens qui me disent, Trigger, ouais, sous tes commentaires parfois, il y a des gens, ils sont très violents et tout, ça doit être dur. Ça va. Ça ne me vexe pas de me faire critiquer par des mecs que j'estime beaucoup plus cons que moi. Je me dis, bon, ils peuvent rien faire d'autre en fait. Donc, j'ai pas de vexation avec ça. Igor m'a demandé qu'est-ce que c'était mon vexamonde. Et j'ai fait un schéma, ma zone de confort et mon vexamonde. Dans ma zone de confort, il y a les promenades, il y a regarder des vidéos sur YouTube, écouter des podcasts aussi, faire le ménage et cuisiner. Surtout faire des gâteaux. Voilà, c'est super confortable pour moi. Et il y a aussi le vexamonde. Et ben le vexamonde, c'est tout ce qui ne me plaît pas. Me faire critiquer ou vraiment faire des efforts. Les examens aussi. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours vexée. Est-ce que tu peux arrêter de m'occuper? Quand on me coupe la parole, ça me vexe. Et aussi quand on me dit non. Ça me vexe énormément. Je me vexe vraiment plusieurs fois par jour. Et donc ce vexamonde, il y a plusieurs niveaux. Et on va parler de ça aujourd'hui. Première étape de ce voyage, c'est quand ça me vexe un tout petit peu, ça chatouille égotiquement, c'est par exemple je fais du pain tous les jours, il y a des jours où mon pain il est raté, la pâte n'a pas levé, je le fais cuire quand même, ça reste quand même bon à manger, mais c'est moins esthétique et moins bon qu'un pain qui a bien levé, mais je ne me vexe pas tant que ça, ce qui fait que je peux apprendre de mes erreurs et petit à petit je réussis de plus en plus mes pains, et c'est pareil pour le kéfir par exemple que je fais souvent aussi, parfois mon kéfir il est pas bon, je suis deg, mais grâce au fait que je revienne fréquemment dans le vexamonde tester des trucs, j'apprends de mes erreurs, je m'améliore et mon kéfir maintenant il est super bon. Donc c'est la première leçon du vexamonde, c'est que plus on arrive à y aller, plus on devient bon dans un domaine, plus on gagne en expertise dans la réalité. Mais là on était juste à l'étape 1 de la vexation, quand ça chatouille un peu mais ça va, demain il sera meilleur, ok. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive à l'étape 2, quand ça commence à piquer ?
Moi, par exemple, dans les feedbacks que j'ai de ma chaîne YouTube, il y a beaucoup de gens qui me disent « Trigor, tu trahis le sens des mots, tu déformes le sens des mots. » Du coup, il y a des gens qui n'arrivent pas à te suivre. Bon bah là, ça commence à piquer, là ça me fait mal, parce que ça veut dire que mon discours n'est pas universel, il n'est pas universalisable. Ça veut dire que j'ai raté la connexion humaine avec une partie de mon audience. Et ça pique, ça fait mal. Mais c'est quand ça pique et ça fait mal que le feedback est bon à prendre. C'est à ce moment-là que je peux m'améliorer et prendre beaucoup plus de précautions sur les mots que j'utilise, apporter plus de contexte. Mais voilà, parfois même quand on apporte du contexte, les gens trouvent le moyen de se vexer avec pour essayer de m'attaquer en retour. Bon bah c'est leur vexamonde à eux, ils ont le droit de se vexer pour ça. Troisième étape du vexamonde, c'est quand c'est pas que ça pique, c'est que ça fait vraiment mal. C'est quand je me rends compte que j'ai eu tort pendant des années et que je patinais avec des vérités d'impuissance. Ça m'est arrivé, moi qui étais passionné d'ésotérisme, je vous ai déjà fait quelques vidéos là-dessus, où je vous ai expliqué pourquoi j'ai arrêté l'ésotérisme, parce que ça me donnait que des vérités d'impuissance, tandis qu'aujourd'hui je ne garde que des vérités de puissance. C'est pas moi qui décide si ma vérité elle est puissante ou pas. Et tiens, je vais laisser Marion vous parler de ça, elle a une anecdote. Il y a une période de ma vie, et très engagée pour pas mal de causes. Je me suis cognée à ce vexamonde, c'est-à-dire que je m'engageais sur des causes, et il se passerait rien. Le monde était toujours tel qu'il était avant que je m'engage. C'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à digérer. Ça m'a amené à pas mal soit de remises en question, avec des grands questionnements de comment militer, comment convaincre les gens, comment faire en sorte que le monde change très vite, parce que sinon la catastrophe va arriver d'ici quelques années. Je me suis épuisée à convaincre les gens, j'ai épuisé les gens aussi dans des débats interminables. C'était pas très fructifiant. En tout cas pour moi, il y a eu un petit passage douloureux pour me sortir de ça fait mal à je perds un bout de mon identité. Ça me parle bien le passage numéro 4. Je sais pas encore pourquoi ça me parle, mais en effet, il y a quelque chose à lâcher. C'est-à-dire que je suis passée de je suis une personne engagée d'un endroit où je pensais que j'étais toute puissante, que je pouvais avoir énormément d'impact sur les gens autour de moi, sur le monde, sur des grandes causes, etc. à finalement, je ne suis pas si puissante que ça, et je n'ai pas un impact qui est considérable dans le monde. Et là, il y a un petit truc qui a fait oui, et il y a quelque chose qui a été assez douloureux à ce moment-là. J'ai perdu mon importance. Numéro 4, c'est quand ça fait tellement mal que c'est comme si ça m'arrachait une partie de moi. Je perds un bout de mon identité tellement ça me vexe. Et là, j'ai juste besoin de silence, qu'on me foute la paix, que le temps puisse faire son œuvre et que je puisse renaître. C'est très vexant quand je passe une semaine sur une vidéo et qu'elle fait un gros bide. C'est très vexant quand ma vidéo sur le porno fait un carton. Tout ça parce que 2 influenceurs random ont décidé de se foutre de ma gueule. Donc ça m'arrache un bout de mon identité. C'est que moi qui croyais avoir compris les codes, moi qui croyais avoir compris les bails, bam, c'est pas comme ça que ça se passe sur YouTube. Et ça provoque chez moi un truc que j'appelle la mort de l'artiste. L'artiste, c'est celui qui croit qu'il peut apporter de la valeur, créer de la valeur. Non. C'est pas moi qui décide en fait de ce que c'est que la valeur. Et lancer une chaîne YouTube est un très bon moyen de se rendre compte de ça. Numéro 5, c'est quand la vexation est tellement forte qu'on va se sentir écrasé, diminué, castré, on va se sentir rabaissé. Et du coup, on va résister à ça. On va dire non, il n'y a pas moyen. Donc on va dire oui mais non. En fait, on va commencer à se justifier comme ça. Par exemple, je me souviens, ma dernière année d'études, je l'avais raté, j'avais redoublé. Et quand j'ai redoublé, je me suis pas dit mais c'est parce que je passais mon année à picoler avec les copains. Non. Je me suis dit, c'est parce que en fait les profs ils m'aiment pas et puis de toute façon c'est parce qu'ils veulent tous nous formater alors que moi je peux pas rentrer dans une case. Je me suis raconté tout un truc, le brodage idéologique pour survivre à la castration de la vexation. Dès qu'on commence à broder une justification, c'est pour survivre à la castration de la vexation. Le point 5, ça me fait penser à une situation où il y a quelques années, quand j'étais végétarienne et que je m'identifiais au groupe des végétariens, à la communauté des végétariens. Lors d'une conférence, il y a un conférencier qui a fait une remarque en disant que les végétariens étaient des personnes aigries et pas sympathiques. Et forcément, à ce moment-là, moi qui m'identifiais à cette communauté-là, et ça m'a activé, ça m'a mise en colère, et je me souviens qu'après la conférence, j'ai beaucoup parlé à la personne qui m'accompagnait, en disant que c'était inadmissible, en essayant de me justifier, non, c'est pas vrai, les végétariens ils sont sympas, on n'est pas des aigris, etc. Et je m'agitais autour de ça, alors que en fait, cette personne avait sûrement rencontré quelqu'un de végétarien qui, à ce moment-là, était de mauvaise humeur, ou alors... En train de broder. Je suis en train de broder, non mais voilà, je veux dire, non mais bon, bref, c'était nul comme remarque. Ça me vexe encore. Et j'essaye de justifier en disant, non mais ça va...
Alors numéro 6, je crois qu'on arrive à un point de vexation où effectivement on a été castré, où effectivement on a été un peu diminué et on veut pas le voir. Ça ne peut pas être vrai, ça ne doit pas être vrai. Et parce que c'est pas vrai que je veux sauver mon estime de moi, alors cette idéologie que j'avais commencé à broder à l'étape 5, là je vais lui donner un point final, je vais lui donner une solution finale. C'est que le monde serait mieux sans les étrangers, le monde serait mieux sans les connasses. Ah, je suis pas content, je suis vexé. Le monde serait mieux sans le capitalisme, le monde serait mieux sans l'argent, etc., etc. Bon, le monde serait mieux sans plein de trucs qui me vexent. C'est toujours ça le fond d'une idéologie, c'est de dire le monde serait mieux sans ce qui me vexe. Et par conséquent, le vrai truc, c'est que ça me vexe en fait. Qu'est-ce qui te vexe? Le monde serait mieux sans. Non, je m'aime bien quand même un peu. Et ça, je pense que c'est le point final de toutes les idéologies, c'est-à-dire que le monde serait mieux sans violence, le monde serait mieux sans violeurs, le monde serait mieux sans maltraitance, le monde serait mieux sans les gens égoïstes, sans les gens malhonnêtes, sans les riches, sans les inégalités, sans le sexisme, sans les étrangers. Et ça en vient même dans la population à le monde serait mieux sans les gauchistes, le monde serait mieux sans les droitards, le monde serait mieux sans les riches, d'autres sans les pauvres. Et qu'est-ce que ça serait si le monde serait mieux avec? Si on est réac, on va dire le monde était mieux avant l'immigration. Si on est progressiste, on va dire le monde serait mieux après le capitalisme, après le patriarcat. Et le monde n'est pas ok maintenant. Le monde n'est surtout pas ok ici et maintenant. Je dois forcément être contre un truc qui va pas dans le monde. Le monde est un problème à résoudre. Et moi, je suis suffisamment important pour faire partie de la solution ou faire partie du problème. Mais voilà, il y a toujours cette séparation de la réalité en deux camps qui marque le point final d'une idéologie. Étape 7, c'est quand on se rend compte de notre impuissance, mais sans la digérer, en s'en vexant encore. C'est-à-dire que je suis pas ok, la personne qui m'a fait vivre ça n'est pas ok, le monde n'est pas ok, rien n'est ok en fait. La réalité n'est pas ok. Et là, on est au stade ultime d'une aliénation. Le stade ultime de l'aliénation, c'est de dire je ne suis pas ok, tu n'es pas ok, le monde n'est pas ok. Et là on fait une expérience traumatisante, c'est l'expérience du non-être. J'ai connu ça par exemple lors d'un burn-out, où je me suis retrouvé dans cette position où je ne suis pas ok, l'entreprise pour laquelle je travaille n'est pas ok, et puis le monde dans lequel tout ça se passe n'est pas ok, il n'y a rien qui va. Et je me suis fait broyer par cette machine monde. Et ça m'a détruit égotiquement, hein, le plus haut niveau de vexation, ça détruit notre ego, mais pas au sens éveil spirituel sympa, au sens le pire chemin initiatique possible. Hein, c'est... Après, quand je crois que je suis détruit, je suis toujours là, un peu comme un zombie, ma vie a perdu tout son sens, et je dois me reconstruire. Étape 8, c'est ce qui est. Et à l'étape 7 du Vexamonde, il n'y avait rien qui était ok. À l'étape 8 du Vexamonde, c'est ce qui est. C'est-à-dire que la réalité est au-delà de toutes mes conceptions vexables, de toutes mes perceptions vexables, au-delà de toutes mes vexations possibles, il y a quelque chose qui reste. Et même si ensuite je me sens comme un zombie à la fois mort et vivant, mon importance est morte, l'importance des autres est morte, l'importance du monde est morte, et là il y a un truc qui se détend. C'est que je suis arrivé au bout du relativisme. Après ça, il n'y a plus rien. C'est la vacuité. Et à partir de cette vacuité, je peux recommencer à m'exprimer. Et cette fois, je suis beaucoup moins vexable. À partir de cette vacuité, je peux recommencer à travailler. À partir de cette vacuité, je peux recommencer à relationner. Mais je suis plus vexable. Et peut-être que c'est un syndrome de Stockholm, mais maintenant, je prends goût au Vexamonde. Et la zone de confort, elle est chiante à mourir en fait. C'est comme dans un jeu vidéo, la zone de tuto, personne ne veut y retourner. C'est pas là que se passe les vrais bails. La réalité qu'on découvre dans le Vexamonde, c'est là que se passent les vrais bails, c'est là que se trouvent des expériences riches à vivre, c'est là que se trouvent des actions à mener pour offrir aux suivants un peu plus de patrimoine que de destruction de la planète, et je crois que c'est la dernière étape du Vexamonde. Alors qu'on s'entende bien, il y a encore beaucoup de choses qui me vexent, mais ça commence à être un jeu, c'est ça que je veux dire, et en tant qu'entrepreneur, je me rends compte qu'un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui a la capacité de faire des allers-retours dans le Vexamonde, de ne pas se vexer de la vexation. C'est ça en fait. Au début de ma vie, quand je me vexe de me vexer, je me métavexe. Comme si la vie n'avait pas à être vexante. En fait, si, la vie a à être vexante, elle est censée l'être. Et dans cette vexation, on trouve des vérités qui nous dépassent. On pourrait carrément établir une épistémologie de la vexation. N'est vrai que ce qui me vexe. C'est intéressant comme concept. Et je vous invite du coup à faire comme moi, une carte de la Vexamonde avec tout en bas votre zone de confort. Et plus vous montez, plus ce sont des choses qui vous ont vexé, qui vous vexent ou qui pourraient vous vexer. Ça peut être intéressant de s'observer à ces endroits-là,
D'autant plus que faire cet exercice vous permettra de trouver certaines choses qui font partie de votre ipséité. Pour trouver votre ipséité, c'est très simple. Vous trouvez quelque chose qui vous a vexé, qui vous vexe encore et qui vous vexera encore jusqu'à la fin de votre vie. Quand vous trouvez quelque chose comme ça fait partie de votre ipséité, de votre fragment identitaire le plus profond et indétrônable. C'est très intéressant de se mettre à nu ces endroits de vexation pour se voir et pouvoir faire preuve d'un petit peu de thérapie envers soi et pouvoir rire de ce qu'on est, quoi. Parce que ça va pas être du tout le même vexamonde que votre compagne, que votre voisin, que vos parents, etc. Et toute mon adolescence, en fait, j'ai été propulsée dans ce vexamonde avec toutes les choses que je voyais, où j'étais en colère, où j'étais contre, où je me battais pour pas que ça existe, etc. Et aujourd'hui, ce vexamonde, j'y vais de mon plein gré, en fait. Je ne subis plus ce vexamonde, mais j'y vais moi-même. Parce que finalement, même si je peux me prendre des critiques, même si je peux me retrouver vexée, ça apporte quelque chose qui est absolument merveilleux. Mais tous mes examens m'ont vexée en fait. Je ne vais pas donner un examen particulier parce que je crois que le concept d'examen c'est quelque chose qui est pour moi c'est terrible. Le fait d'être évalué à un moment donné et je sais pertinemment que si c'est un autre contexte, si c'est un autre moment, bah peut-être que je ferai mieux et que là des gens ont décidé que ma valeur reposait sur cette note de ces 4 heures où j'ai écrit des trucs et que ça allait déterminer c'est pas, la note ultime de 3 années de lycée par exemple. Je trouve ça terrible et injuste. Ou c'est vexant, c'est très vexant, voilà. Je vous ajoute la carte du Vexamonde dans votre pack d'outils ipséité qui est gratuit sur le site. C'était Trigor avec la participation de Marion, merci à elle, et je vous dis à bientôt.